أزل في اللون قمطف وزلوف قمطف ويندي هدران غف سيكسي وين يانان اسمس تخمم النوغ أما ذاكي أما ذي سنتيان ذي تموتنا الجير أما ذي قماران الساقي سفوقل جيون واس ومن سما لا جورني ناسيونال دو لا ميموار et qui est effectivement une commémoration qui mérite bien son titre ou son appellation. Il midra les événements du 8 mai 45 داين يديسفقن أطس الحوايج des décantations ont été faites à travers ces événements très douloureux, c'est-à-dire que nous avons appris, puisque il y a eu démystification d'un certain ordre, d'une certaine opinion vis-à-vis du colonialisme, du moins d'une partie du peuple qui était encore hésitante, ceux qui pensaient que la France était effectivement le bon chef, le bon colonisateur. Mais aussi, la démystification s'est faite aussi vis-à-vis même de l'opinion internationale. Immigrants, très peu de peuples sont venus, bien sûr dans le monde occidental, puisque nous c'est un arraï. دروس ماضي يروحون يعني ils ont dénoncé leur ils ont levé le voile غاف les massacres et mis le nombre de morts وقاعد يموتن الحساب البي بي اي ميرني نغ وقاعد يقدرن اسيسم بوكدود الجيري دند غا 45,000 ولما les autorités bien sûr françaises dans la presse coloniale du moins la presse étrangère لندقيني وقاعد يتسمى غاستروميت خاص تعرف مي وقاعد يبغانا كي تقيم فرنسا دي تموت من الجزائر ils ont plutôt minimisé واديني 15,000 وكيني 20,000 jusqu'à même 25,000 mais أخيرا لو كان يون السنين pourquoi c'est une mutation dans la conscience politique des Algériens immigrants les Algériens qui sont sortis dans la rue parce que c'était dans le contrat moral qui a été établi entre le peuple algérien qui, en participant, en acceptant de se livrer pratiquement à une mort certaine, en participant à la Deuxième Guerre mondiale aux côtés des Français, donc contre les Allemands, il devait recevoir en contrepartie, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'indépendance de son propre pays. Et comme la France a trahi, comme d'habitude, c'est-à-dire la France coloniale, cette France belliqueuse, cette France assoiffée d'élargissement territorial, cette France impérialiste et qui aimerait et qui a toujours voulu faire asservir, agenouiller les peuples autochtones, qu'il appelait Merni barbares et qui peut-être même jusqu'à maintenant, certaines classes, certains lobbies français demeurent encore nostalgiques de la France de papa, plutôt de l'Algérie de papa, dont les pieds noirs en l'occurrence, même si je ne stigmatise et je ne généralise pas parce qu'il faut rester rationnel, mais disons que il y a effectivement, que ce soit des Algériens harkis qui ont toujours voulu donc
vendre ce pays à des étrangers et vendre donc leur sang et leur culture et leur histoire, il y a bien entendu des étrangers qui ils considèrent qu'ils ont resté suffisamment trop longtemps ici pour pouvoir oublier que cette terre leur appartient. Mais moi, je ne rentrerai jamais dans ce débat que je considère mesquin, qui est pourtant le credo et le fond de commerce d'une certaine classe politique et de certains populistes qui, au lieu, ils vont se plier les manches pour travailler et justement ressembler aux Français. Parce que les Français, s'ils sont venus ici, c'est parce que ils prétendaient nous civiliser, nous, les tiers-mondistes, qui marchaient encore pieds nus, qui n'avaient pas encore de sanitaire, ni d'eau potable à l'intérieur de chez eux. Alors, au lieu de retrousser les manches et travailler, eh bien justement, cette classe politique populiste, rentière et, et qui a plein de langue de bois, parce qu'elle-même est compromise, parce que incompétente et lâche, il préfère bien entendu, je parle de la classe politique, et ici qui est composée d'Algériens, il préfère parler de pardon, de compensation et et de relations algéro-françaises qui sont euh, conflictuelles tant que la France n'aurait pas présenté des excuses et n'aurait pas donc payé le prix de ces drames. Moi, je considère qu'un pays colonisateur, s'il nous a colonisés, c'est parce qu'il ne nous aime pas. Regardez ce qu'a fait la France dans nos villages pour nos ancêtres depuis le premier jour de leur invasion, depuis la bataille de Stawali, jusqu'au grand discours de Mohamed El Hajj, en faisant donc euh, descendre le dernier emblème de la République française, je pense à Marcel Kibir, pendant toute cette période, c'est-à-dire un siècle et 30 années, on va dire une bonne période d'ailleurs qui a suffi à la France pour miner et gangréner le tissu social algérien au point que jusqu'à même maintenant, on ne sait plus à quel saint se fier pour dire quelque chose par peur de tomber sur un, un traître ou un descendant d'un traître. Et donc jusqu'à l'indépendance, jusqu'à 1962, ces gens-là ont toujours vécu à côté de nous, à nos côtés, mais finalement, c'est pour rapporter à chaud tout ce que se disait de bien entre nous et tout ce qui se disait de mal contre le colonialisme par les forces vives nationales qui ont toujours voulu et qui ont quand même réussi, même si la contre-révolution les a rattrapés très très tôt, mais qui ont quand même réussi à chasser la France de cette terre qui est l'Algérie. Euh, donc les événements de Strif Kharrata Gelmel, d'ailleurs c'est comme ça que nous les avons connus même à l'école quand nous avions étudié ces événements, euh, ont été comment dirais-je, euh, plusieurs semaines de manifestations à travers lesquelles, malgré que la police a tiré et tiré encore, chaque jour tiré sur des Algériens, ça ne nous a pas découragés à sortir et à maintenir le bras de fer. Pourquoi? Parce que l'Algérien, justement, son propre, sa nature, son essence, il n'aime pas la trahison,
il n'aime pas la lâcheté. Donc, il s'est soulevé contre la lâcheté de certains Algériens comme lui qui ont préféré de changer de veste et de passer de l'autre côté, c'est-à-dire servir le colonialiste, mais surtout s'est révolté contre la trahison de la France en tant que nation armée, colonisateur, et puis surtout en tant qu'Occident, en tant que nation moderne qui s'est abreuvée des droits de l'homme et des libertés, et bien entendu du progrès. Pourquoi vous nous avez mobilisés dans les rangs de l'armée française par force et vous nous avez promis l'indépendance juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis le moment venu où vous devez tenir parole, vous avez préféré faire preuve de lâcheté pour ressembler finalement à des primitifs et pour finalement vous désengager même vis-à-vis de vos valeurs les plus importantes, à savoir une nation moderne de progrès qui est donc convaincu que l'avenir de l'humanité, c'est le vivre ensemble. Avec les massacres de Stif, Kharata et Guelma, la France et l'Occident, à travers la France, a prouvé encore une fois que finalement, l'Occident n'est pas le berceau de la civilisation humaine, ils sont très loin d'être l'exemple à suivre en termes de bravoure et d'honnêteté, et bien au contraire, c'est l'Afrique qui a existé bien avant eux et qui a bien entendu édifié et structuré la pensée humaine, puisque lorsque les cités de l'Afrique du Nord étaient à leur apogée, l'Europe baignait encore dans le Moyen Âge, voire même dans l'Antiquité sanglante. Et le génie du colonisateur a fait que, en pénétrant et en infiltrant le tissu social, euh, il a toujours réussi à, euh, à déstructurer et à faire avorter toutes les révolutions et toutes les révoltes, même les jacqueries les moins importantes qu'a initié le peuple algérien pour retrouver sa souveraineté et sa libération. 45 000 morts euh, alors qu'ils étaient désarmés et bien entendu, ils étaient c'est-à-dire des moins de 30 ans, alors qu'en face d'eux, il y avait des soldats surarmés et qui n'hésitaient pas à tirer à bout portant avec des balles réelles, c'est vraiment la preuve que la France n'a absolument aucune leçon à donner. Je parle de la France coloniale. Je ne parle pas de cette France amie qui, même pendant le colonialisme, ont aidé, que ce soit par les soins, par l'enseignement, par l'encadrement et par le soutien social des populations autochtones, à travers les églises, à travers la Croix-Rouge, à travers donc les campagnes pour l'enseignement, etc., etc. Et quelle que soit leur mauvaise foi, du moins pour certains, les Algériens ont fini quand même par acquérir un savoir et dans une langue raffinée et savante et donc, on va dire, la langue scientifique, qui est donc la langue française, ce qui a permis énormément de choses et qui constitue encore l'un des butins de la guerre les plus importants. La preuve, nous en parlons. Euh,
entre nous avec cette langue, même jusqu'à maintenant. Mais ça n'enlève en rien sur le côté mercantiliste et machiavélique de la France coloniale qui, au lieu de reconnaître le mérite du peuple algérien, a contribué efficacement et la tombe ou alors la place du soldat inconnu sur le territoire français n'est que la preuve de cette importante participation et efficace participation des jeunes Algériens dans les rangs de l'armée française et à leur côté pour combattre, disons, justement ceux qui ont colonisé la France, à savoir donc les nazis. Aujourd'hui, combien d'années après, je pense sincèrement que l'heure n'est pas aux lamentations ou aux campagnes euh, encore, j'allais dire, c'est comme si on piochait dans l'eau en demandant à l'Élysée de venir s'excuser et d'indemniser le peuple algérien. La France est venue dans l'intention de s'approprier la terre avec ses richesses. Et ce n'est pas pour faire ni de la civilisation, ni du progrès, ni pour l'humanisme. Et nous aussi, le jour où nous avons compris que seules les armes serviront ou pourront ou viendront à bout de des intentions et des visées belliqueuses de la France coloniale, nous avons donc réussi à les repousser au-delà de la mer Méditerranée. Donc, finalement, ceux qui sont venus avec la force et la violence ne partiront qu'avec la force et la violence, chose faite officiellement un certain 1er novembre 54. Et le 1er et le 8 mai plutôt, le 8 mai 45, à travers les massacres, les boucheries de Guelma, Stif et Kharata, qui, rappelons-le, constituent l'un des rares événements qui ont touché plusieurs régions du pays à la fois et en même temps. Guelma pour le Lishawi et pratiquement une bonne partie du sud, Stif pour l'Ishawi, l'Ishinoui, etc. Donc pour aussi le centre, mais aussi le centre-est. Et bien sûr, Kharrata pour la Kabylie, l'Algérois, et tu peux aller même jusqu'à donc Chlef. Donc quand même, ces émeutes ont touché un territoire assez important. Et pour une mobilisation, il faut bien reconnaître que c'est une prouesse de la part des initiateurs, donc les partis, ou alors le mouvement national d'une façon générale, pour ne pas rentrer dans les spéculations, parce que plusieurs questions restent encore sans réponse fiable concernant qui était derrière et comment s'est faite donc la mobilisation, surtout qu'à l'époque, c'était difficile de manœuvrer, de se déplacer, il n'y avait pas de moyens, et puis surtout la terreur de la présence coloniale à travers sa police et son armée, et surtout, avec les yeux des Algériens, mais qui étaient du côté du colonisateur, décourager plus d'un concernant cette volonté de rendre public son mécontentement vis-à-vis de ce que vient de faire la France, à savoir trahir la parole qu'elle a donnée aux jeunes Algériens qui étaient mobilisés et qui se sont battus à ses côtés contre
les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, disons, la leçon que nous devons tirer de ces événements, c'est euh, le discours ou les, les propositions ou les dénonciations verbales ne servent presque à rien, si ce n'est pour l'histoire, quand tu as ton vis-à-vis, un sanguinaire, un agresseur, quelqu'un de violent et qui ne comprend que la langue du feu et des armes, ce qui était le cas du colonialisme français. Mais ces événements ont été, ce que j'allais dire tout à l'heure, le soubassement, l'acte de naissance de cette délivrance, de ce déchaînement, de cet affranchissement vis-à-vis de sa peur et vis-à-vis de toutes les menaces euh, que guettaient les Algériens militants pour venir dire autant mourir si c'est pour continuer à vivre sous le joug colonial. Donc, l'événement n'est pas des moindres. Le fait de trouver le courage de vaincre sa peur et de sortir dans la rue pour dire au colonialisme français, basta, tu ne régneras plus jamais dorénavant, c'est vraiment une étape importante, voire même la plus importante. Parce que si un peuple vient à prendre conscience que la seule voie salvatrice pour son salut, c'est la voie du militantisme, du combat, même s'il faut qu'il soit armé, alors ce jour-là, ce peuple, on peut en dire de lui qu'il est déjà libre. Par cette prise de conscience de ce que s'est produit à Guelmas Tif Kharata, le peuple algérien a déjà la moitié de l'indépendance de son pays presque arrachée. Parce que c'est cette maturité, cette prise de conscience que personne n'a le droit de réduire un autre au statut d'esclave, c'est déjà un pas de géant vers l'affranchissement, vers la libération, vers la souveraineté nationale. Le 8 mai, qu'on appelle 8 mai parce que ça a duré plusieurs semaines, mais ce qui s'est produit pendant la journée du 8 mai 1945 était pour moi l'acte de naissance du déterminisme du peuple algérien à aller, quel que soit le prix, jusqu'à l'indépendance de son pays, et puis le divorce définitif et irréversible entre le peuple algérien et la France coloniale. À partir du massacre qui s'est produit un certain 8 mai 1945, il n'y a absolument aucune illusion à se faire devant cette chimère, ce mirage qu'a construit la France coloniale avec ses sbires locaux de cette éventuelle vie commune entre les Français et les Algériens. Parce que la France coloniale veut tout à elle. Il veut réduire tous les Algériens dans un statut de sous-citoyen
pour qu'ils vivent éternellement sous sa botte. Donc, ces gens qui sont sortis un certain 8 mai, ce sont réellement des héros nationaux, voire même, pour certains, plus importants de ceux de la révolution de 50. Parce que Ouagir, c'est le berceau, c'est l'introduction, c'est le début de ce cheminement vers le 1er novembre 54 et tout ce qui va suivre par la suite. Kharata, Guelma et Stif sont des villes héroïnes auxquelles nous devons édifier un statut particulier parce que ont fait leurs habitants pour l'Algérie et contre la France coloniale. Mais on ne peut pas parler aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2023, de ces tragédies sans une extrapolation ou alors transposition par rapport à ce que nous vivons maintenant. Les enfants qui sont sortis un certain 8 mai 45, qui avaient à peine 13-14 ans et qui sont sans doute morts sous des balles assassines de l'armée française, leurs descendants, qui sont nous élèves dans nos classes, maintenant nous qui sommes enseignants, n'ont aucune perspective d'avenir. Je ne parle pas de cette minorité infime dont les parents sont instruits, soucieux du bien-être de leurs chérubins et dont la préoccupation principale est de subvenir aux besoins de leur propre progéniture. Ceux-là, qu'ils soient dans une école privée ou publique, ont une réussite certaine. Je parle de cette masse, cette majorité écrasante du peuple qui vit la misère, la malbouffe, l'éloignement du lieu de résidence par rapport au lieu d'études, et puis qui subit un système, un programme scolaire des plus irréfléchis de tous les systèmes de parlement. Pour plusieurs raisons que nous ne pouvons pas aborder, mais de toutes les façons qui ont été abordées par plusieurs pédagogues et chercheurs, sont rares ceux qui ont dit du bien de l'école algérienne. Et les preuves existent à travers ces ouvrages et ces manuels. Donc, je ne peux pas parler du mai sans penser aussi à cette malvie, à cette clochardisation sociale à laquelle nous sommes réduits, au point que, en Algérie, en 2023, il est très difficile, voire même rare, de dénicher quelqu'un qui peut prétendre avec des preuves qu'il est réellement dans la classe moyenne. Il y a pratiquement la disparition totale, ou dont la partie la plus importante, de cette frange de la société qui est la classe moyenne et qui fait pourtant, dans toutes les sociétés humaines et modernes, la différence pour contrebalancer entre les deux classes et pour se faire valoir et imposer son avis, puisque la classe moyenne a le vécu de ceux qui sont plus dans le besoin qu'elle, c'est-à-dire les pauvres, mais parce qu'ils vivent à côté, côte à côte, ils savent sentir les véritables préoccupations sociales des masses populaires, mais aussi
par leur quotient intellectuel et leur statut d'universitaire, ils savent aussi, par leur savoir-vivre et leur savoir-faire, leur expérience, ils savent aussi et connaissent comment vivent les privilégiés et les classes bourgeoises. Et donc cette classe moyenne est réellement la plus lotie, la plus à même de faire la différence pour régler les problèmes de la société. D'ailleurs, c'est cette classe sociale moyenne qui fournit le personnel politique de demain dans plusieurs pays, y compris les plus grandes démocraties. Et nous avons des exemples, puisque nous connaissons parmi les plusieurs chefs d'État de par le monde, nous connaissons leur métier précédent. Ils peuvent effectivement être avocats, enseignants à l'université, chercheurs, architectes. Donc, c'est cette classe moyenne. Ce ne sont pas tous des milliardaires, voire même ils sont rares, les milliardaires qui deviennent, qui occupent un poste dans un gouvernement ou dans. Il y a aussi de plus en plus rares, hélas peut-être, les gens pauvres qui peuvent, les Ishva, les A, ne font plus légende. Une fois n'est pas coutume. Donc, la disparition de la classe moyenne nous fait tellement peur parce que c'est dramatique. Et c'est comme si tu frappais un corps humain au niveau du dos, du côté des reins, dans la partie la plus sensible et la plus importante de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que tu lui casses le buste et la partie supérieure du corps et tu la prives du bassin et des jambes qui sont la partie inférieure du corps. Tu frappes le corps au milieu et du dos, c'est-à-dire vous le coupez en deux. Et c'est exactement ce qui vient de se produire dans notre pays avec l'érosion du pouvoir d'achat et la dévalorisation du statut de l'intellectuel et de l'universitaire et la stigmatisation des gens opiniâtres et la marginalisation des militants et bien entendu la traque, la filature et bien entendu la menace, l'harcèlement, l'emprisonnement qui pèsent et qui sont même choses effectives sur les épaules de tous les avant-gardistes qui voudront que les choses changent en faveur du positif et du progrès et en faveur du salut national, comme l'auraient voulu et comme l'avaient rêvé les enfants qui sont sortis un certain 8 mai 45. غاف نشتاقين يعني غاتي نسمكتي وذا دنيني أين تنيوغ نيوغا إمي وار وين يضران السنية من 8 ديماغو 1945 ذي سطيف خراطة وكذ قالما أمانة ما نتوالي غين نقويق نتايشي غسا نقاراس أين تنيوغ نيوغا إمي دغا d'un point de vue social, économique et intellectuel, et bien entendu politique. لخصصني لاني ميرني اطاس ديكس مازالت ارتورا يلا خصاص وماي عندها تبدا تمازيغ يعني شي مي تبغى ماذا اختارم داينو نسون لارا عندها ثلاثة كذوث عشي مي غولاش تيل اللي هو مسلاي عندها لاني زرفان بومدان عشي مي توحقرن الغاشي ذي الموحل وين يسان الحق هذا دياوي الحقيس ذي تغدمت نتمورت من الجزائر دا شوت الباطلة كينيا هاشيمي إلا سوق ذوما راك دفكن لاكريمون إلا لاسوسياسيون راك دفكن فينونسمون البروجينيك راك دفكن ان بريفيليج كيلكونك بور اكسيدي aux affaires pour accéder à l'investissement pour accéder à la diplomatie et pour accéder au poste de décision
Pourquoi cette oligarchie qui fait que le maire est de la même famille que le vendeur de poissons, qui est le cousin du responsable des douanes, qui est le beau-frère de celui qui prend, comment dirais-je, les assiettes foncières, qui est le gendre de celui qui est dans l'agence immobilière, qui est la nièce ou le neveu de celui qui légifère et qui autorise les les- la construction, et bien entendu qui est aussi le beau-frère ou la belle-sœur qui est recteur ou responsable d'une faculté. Et finalement, le week-end, tout le monde se retrouve, et bien entendu, parce que le peuple n'est plus dupe, il y a aussi le parent qui est très proche de tout ce beau monde, qui sont tous aux commandes, mais lui, c'est le chef de l'opposition. C'est-à-dire, dans le ham-ham, la gabji, il participe, mais le matin, tout le monde retrouve sa loge, l'un critique l'autre, et aux yeux des novices et des gens, comment dirais-je, le citoyen lambda, on croit effectivement que ce sont des adversaires. Mais ce n'est qu'une façade. Donc cette oligarchie qui s'impose à nous, alors que 45 000 Algériens, nos pères, nos grands-parents, nos frères sont tombés un certain 8 mai 45, je ne sais pas lequel d'entre les deux est le véritable patriote est réellement celui qui porte l'Algérie dans son cœur. Maintenant, vous allez me dire, vous portez votre Algérie. Par exemple, je ne sais pas, chacun prétend appartenir à une famille politique. D'abord, ce n'est pas sûr que vous êtes les meilleurs ou les moins mauvais. Deuxièmement, la démocratie veut que chacun a le droit de prétendre appartenir à ce qu'il veut et épouser les principes de la religion de, ceux qui, de celle qu'il prétend être la mieux à répondre à ses donc c'est une spiritualité, c'est son état d'esprit, donc la foi, et puis surtout les libertés individuelles et les libertés d'entreprise. Où sont? Pourquoi cette mise à l'écart d'une grande partie de l'Algérie, qui est pratiquement 75%, d'ailleurs, qui sont d'une façon cyclique et périodique et qui se sont à chaque fois retrouvés dans la rue. À la dernière en date, c'est ce que le Sérail appelle le Hirak, mais que nous appelons autrement. Eh bien, 75% des Algériens se sont retrouvés au moins une ou deux fois dans la rue, alors que les 25, voire les 18% des Algériens, des privilégiés, donc cette oligarchie et toutes ces satellites orbitaux, parce que l'orbite de cette oligarchie, c'est un peu comme une comète, il a une queue et puis il traîne dans sa lancée et dans son couloir dans lequel il passe, il traîne un hachia. Cette oligarchie qui nous rend la vie difficile, voire même insupportable, nous sommes obligés de nous taire, sinon tu es perdant d'office. Parce que si tu es enseignant, le parent d'élève est ennemi, le directeur est ennemi, l'élève est supérieur à toi. Si tu es militant des droits de l'homme, le policier est ennemi, le juge est ennemi, la direction avec ses différentes institutions, commission de vérité, commission de discipline, commission de recours, les ligues, les associations, etc., tu n'auras aucun gain de cause. Et bien entendu, la France est sortie
mais le jacobinisme est resté. La France, finalement, c'est une calamité. La France coloniale, c'est la pire des colonisations. Ne serait-ce que pour ce jacobinisme qui l'a enraciné dans ce pays et qui l'a tenu à ce qu'il demeure, même quand il sera parti, et d'ailleurs son vœu est exaucé. Jusqu'à maintenant, nous sommes encore dans l'État central. D'ailleurs, s'il y a bien un avantage avec lequel nous pouvons quand même terminer, parce que ce n'est pas bien de brosser un tableau et le noircir à ce point. C'est important de terminer par un point positif. S'il y a bien quelque chose qu'on peut au moins citer comme avantage, c'est que dans un État jacobin, avec ces 1 milliard inconvénients, on sait, parce que c'est la nature de l'État jacobin, c'est dans sa nature, c'est dans son essence, et c'est ça la règle, la pièce maîtresse de son fonctionnement. De plus tu montes, c'est pyramidal. De plus tu montes, de plus la responsabilité est importante. Et puis quand tu arrives au sommet, devant l'histoire, parce que justement ce pays, il a un régime, il a un système de fonctionnement étatique jacobin. Le chef de l'État ou le premier responsable du pays, c'est-à-dire un président de la République ou le chef de l'État, assumera devant l'histoire toutes les répercussions de tout ce qui est bien et de tout ce qui est mauvais. Personne ne peut dire, moi je ne peux pas savoir pourquoi cet enseignant harcèle une étudiante à partir de l'Mouradia. Je ne peux pas venir dans n'importe quel. Si l'État jacobin fait que le chef ordonne et maîtrise et contrôle tout. Sinon, pourquoi nous n'avons pas décentralisé pour justement donner des prérogatives beaucoup plus importantes aux régions? Et là, effectivement, pour cette petite affaire d'harcèlement dont est victime peut-être une brillante étudiante qui aurait pu faire le bonheur du pays, et qui a été à la merci d'un morveux qui peut-être ne mérite même pas le statut de maître assistant, mais parce qu'il a ce statut, il a donc a fait ce qu'on appelle l'abus d'autorité pour la menacer et lui faire le chantage. On aurait pu, dans un état de décentralisé, on aurait pu reprocher ça à un chef, par exemple un recteur, un chef de département, un doyen. Mieux encore, on peut même incriminer un conseil scientifique. Mais quand tout se fait par téléphone, on ne sait plus chaque matin qui va nous appeler pour nous dire quoi que ce soit de ce que nous devons faire, qui doit monter, qui doit descendre, qui doit mourir, qui doit vivre. Que doit-on dire, que doit-on décider, qu'est-ce qu'il faut cacher, qu'est-ce qu'il faut faire valoir, qu'est-ce qu'il faut dévoiler, qu'est-ce qu'il faut taire. Donc on a le droit effectivement d'encore se dire que tout vient d'en haut et c'est peut-être une poignée qui décide au détriment de la quasi-majorité. Et cette quasi-majorité, un certain 8 mai 45, ils ont déferlé dans les ruelles des plus grandes villes d'Algérie de l'époque et ils ont imposé un mot d'ordre. Et ça a marqué l'histoire jusqu'à l'éternité. Nous avons besoin de liberté. Nous voulons vivre et quel que soit le prix, nous allons vivre. Donc, ثاني يعني سفوق يعني مشطوح كان كاكي فين يعني سيزيانين 8 ديماغو 1945 أقوي جموثن أين دين يبث مثل النغ عبر عبور الوطن يعني
à travers tous les différentes villes du pays et auxquelles nous rendons un vibrant hommage et nous promettons vengeance, bien sûr, devant l'histoire. Nous n'oublierons jamais ce que a fait le colonialisme, mais nous, on n'est ni des populistes, ni des cons pour aller commander ou négocier des relations ou je ne sais quoi. La meilleure preuve qu'il faut donner à la France coloniale qu'ils avaient tort de venir coloniser un grand peuple, c'est de s'approprier la technologie, c'est de s'aimer entre nous et de s'accepter et de tolérer toutes les opinions, et de faire de l'Algérie une terre de liberté et de droits de l'homme. Comme ça, la France ne prétendra plus jamais être la terre d'asile, la terre de liberté, parce qu'on l'aurait dépassée. D'ailleurs, rappelons-nous, ça fait à peine quelques siècles, nous étions l'exemple dans tout le bassin méditerranéen en termes de liberté et en termes justement de terre d'accueil. الجزائريين الكرماء. Donc pourquoi ce renversement en même pas quelques siècles? C'est parce que certains ont imposé à l'Algérie un destin qui apparemment elle ne mérite pas, puisque le peuple n'est pas épanoui dans cette nouvelle logique rétrograde, aléatoire et puis surtout médiévale. Ça a été un plaisir de vous avoir donc entretenu sur ces questions. On se retrouve dans d'autres occasions.